Les éléments constitutifs du contrat de vente, enfin de la promesse de vente. Comme tout contrat, la formation du compromis ou de la promesse de vente requiert les éléments nécessaires pour la formation de tous les contrats, à savoir consentement, capacité. Exactement. Alors, on va survoler brièvement ces éléments constitutifs, mais vu qui concerne spécifiquement la promesse de vente. Il y a d'abord les éléments essentiels pour la formation de la promesse de vente. On parle d'abord du consentement. Pourquoi parler de cela alors que ça vous le savez déjà et c'est nécessaire pour tous les contrats? Parce qu'il faut garder en tête ou savoir que le consentement qu'on donne au moment de la formation de la promesse de vente, ce n'est pas un consentement ou un pré-consentement à la vente, ou un consentement flou ou mitigé. Quand on parle de consentement au moment de la réalisation de la promesse de vente, c'est déjà un consentement à la vente. Bien sûr soumis à des conditions, ça va de soi, mais c'est un consentement pur et simple de consentir une vente, de s'engager pour vendre. Ce n'est pas un consentement préalable ou un consentement de dire je signe et je verrai après est-ce que je veux vendre ou je vais acheter. C'est déjà un consentement de vendre et d'acheter. Bien sûr, il ne doit pas être vicié, etc., etc. Ça, il n'y a pas de changement par rapport aux autres contrats. La capacité. La capacité, en ce qui concerne la promesse, elle revêt une importance très particulière, dans le sens où pour tous les contrats, bien sûr, il faut être capable. Ça va de soi. Pour la promesse de vente, la difficulté, elle consiste en l'appréciation de la capacité du contractant. Le co-contractant, ou les deux co-contractants, doivent être capables de consentir, doivent être capables au moment de la signature de la promesse de vente. Je m'explique. On a entendu parler des promesses qui sont conclues par des personnes qui n'ont pas le pouvoir, sous réserve de ratification au moment de la vente. On a entendu parler aussi de personnes qui signent une promesse de vente, alors qui n'est pas encore, qui n'est pas habilité. Voilà. Il n'est pas encore habilité. Il n'a pas la délégation de pouvoir, par exemple, de la société propriétaire. Il n'a pas l'autorisation des juges des mineurs. D'accord? Il n'a pas la procuration. C'est pas grave. C'est le moment de la vente où j'ai les documents. La capacité, c'est une condition de formation de la vente future et c'est une condition de la formation d'abord de la promesse de vente. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que je sais que c'est des pratiques qui existent. Peut-être pas auprès des notaires, parce qu'ils savent ce qu'ils font, mais il n'y a pas que nous. Qui يقول لك وسنيو الكومبرومي على ما يكون عنده الحق باش يبيع يسني معك le compromis بعدا. D'accord? Il faut savoir qu'au moment, si tout se passe bien et si il arrive à avoir sa procuration, sa délégation de pouvoir ou voir sa ratification s'il s'agit de la vente d'un bien d'autrui, c'est tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, c'est du faux. C'est quelqu'un qui agit au nom de quelqu'un d'autre sans aucun document, sans aucun pouvoir spécial. C'est pour les cas de la représentation. Nous voyons le cas de l'autorisation spéciale. Alors il y a des ventes, notamment le cas de la vente des incapables, qui requiert une autorisation spécifique pour vendre. Alors l'habitude, ou la pratique, on a l'habitude dans tous les cas de voir qu'on peut faire de cette habilitation, de cette autorisation spéciale, une condition suspensive. Ça veut dire que le tuteur se présente pour signer une promesse de vente sous réserve d'avoir l'autorisation du juge des mineurs. Vous avez déjà vu ça? Ça existe. Là, ça va de soi. Non, pas de tuteur légal. Non, on parle de tuteur qui a besoin d'autorisation préalable, comme avait exposé Oussama Barada il y a quelques jours.
Cette personne-là qui se présente pour signer la promesse de vente sans qu'elle ait l'autorisation préalable du juge, est-ce qu'elle a la capacité de signer cette promesse de vente? Et est-ce possible juridiquement d'ériger l'obtention de cette autorisation préalable du juge des mineurs, de l'ériger en condition suspensive? La wesh non, convaincu, ou la non, pourquoi pas? Ou la non, comment? Ou la non, exactement. J'ai senti un non vraiment très timide. Dire pourquoi pas, là, on le fait, on le voit. On le voit certainement. C'est une hérésie. دغير ما نمشيش معاك ولا ديال الدومين ولا داكشي الاخر مقارب في هذا الدوكا هذاك ديال الدومين effectivement j'ai déjà croisé ça, c'est qu'ils vendent pour les gens qui occupent dial domaine, ils passent des promesses de vente sous la condition suspensive d'acquérir le bien auprès de l'administration des domaines. Par contre, il y a une seule exception en la matière, c'est qu'on peut signer une promesse de vente sans que son nom ou que notre nom soit inscrit sur les livres fonciers. C'est une exception tout à fait légale. Exactement. C'est le cas d'héritage. Parce que quand on est héritier, on devient propriétaire de plein droit sans que le transfert de propriété, sans que le transfert soit constaté sur les livres fonciers. D'ailleurs, il y a une jurisprudence dans ce sens. Je vais vous la lire très brièvement. Ça y est, ça c'est la cassation en date de 2006, le 1er mai 2006. إن الوريث يعتبر مالكا للعقارات المحفظة التي خلفها الموروث بقوة القانون بمجرد الوفاة وحتى قبل أي تسجيل في السجل العقاري، وأن التسجيل في هذه الحالة لا يكون له أثر منشئ وإنما أثر كاشف. Ça veut dire que l'inscription sur les livres fonciers ne fait que constater la propriété et non lui donner naissance. Alors après le consentement, la capacité, la qualité de propriétaire vient bien sûr le consentement sur la chose et le prix. S'il n'y a pas accord sur la chose et le prix, il peut y avoir promesse de vente. Et quand on dit accord sur surtout le prix, c'est que parfois il y a des promesses ou des actes préalables qui laissent la fixation du prix à plus tard, jusqu'à l'achèvement du bien, jusqu'à le moment de la réalisation de la vente. D'ailleurs, ce n'est qu'une consécration de l'article 19 du DOC qui stipule expressément qu'il faut qu'il y ait accord sur le prix, que le prix doit être déterminé ou déterminable, ça veut dire indexé, etc., comme on sait déjà sur le... Et dans ce sens, il y a un arrêt très spécial de la Cour de cassation qui, à l'occasion d'une demande en résiliation d'un compromis de vente, parce que promettant et bénéficiaire ne se sont pas mis d'accord sur le prix, qui n'était pas fixé sur le compte de la promesse de vente, a prononcé non la résiliation du contrat, mais plutôt sa nullité, parce qu'un des éléments fondamentaux des contrats pour la formation du contrat n'a pas été respecté. Donc ce sont les éléments essentiels pour la formation de la promesse de vente. Il y a aussi des éléments qui, en fonction soit de leur nature, soit de leur objet, des promesses requièrent. Il y a par exemple l'exigence d'un consentement supplémentaire, le cas d'époux mariés sous le régime de la communauté. Il y a l'exigence d'une forme impérative en ce qui concerne les promesses portant sur des biens immeubles, la forme authentique. Il y a aussi le respect d'un certain contenu. Il y a des actes préalables qui requièrent le respect ou l'énoncé de certaines notions. On va citer entre guillemets la VFA, même si ce n'est pas notre thème d'aujourd'hui, et ce n'est pas une promesse de vente dans le sens compromis, mais c'est dans le sens acte préalable. Et il y a surtout et spécialement la loi 3108 sur la protection du consommateur, exact, l'article 126 et suivant,
qui précise ou qui impose que si le financement doit se faire par prêt bancaire, la promesse de vente doit spécifiquement le mentionner comme condition suspensive. Pourquoi cela? Parce qu'il y a des effets à cet énoncé, il y a une restitution de l'avance, il y a un délai qui doit être un délai minimum exigé, etc. Mais sur ce cas de figure, doit mettre en présence un professionnel et un consommateur. Ça va de soi, exactement. Deux particuliers, oui. les dispositions n'ont pas lieu d'être. Oui. Ça ne concerne que professionnel consommateur. Alors, après avoir exposé donc, brièvement les éléments constitutifs, on va voir aussi, d'une manière aussi brève, les effets de la promesse de vente que vous connaissez tous. Donc, une fois la promesse synalagmatique signée, elle a des effets, comme la doctrine, les termes que la doctrine utilise, c'est les effets positifs et un autre négatif, plutôt l'obligation positive et négative. L'obligation positive, c'est de concourir et de réaliser toutes les conditions et tout mettre en œuvre pour l'efficacité de la promesse. Négative, c'est de ne pas, bien sûr, vendre à autrui ou de ne pas accomplir un acte qui risque de nuire, bien sûr, à la vente future. Pour l'acquéreur, il a l'obligation de réaliser aussi ces conditions s'il y en a. Et aussi, la jurisprudence, on va le voir, ajoute une autre condition qui est la consécration de l'article 231, qui est d'exécuter la promesse de bonne foi. Maintenant, l'appréciation de la promesse de vente, et là ça va devenir un peu plus compliqué. L'appréciation de la promesse de vente, cette promesse de vente, comme ce n'est pas un contrat nommé, il n'y a pas un texte qui régit la promesse de vente spécialement. Il n'y a pas une disposition légale qui nous informe de la nature de cet acte préalable. On est éparpillé entre des textes de loi, des décisions jurisprudentielles, un peu de doctrine et l'usage. Qu'est-ce que la promesse de vente? Est-ce une vente? Est-ce que ce n'est pas du tout une vente, ce n'est qu'un acte préalable? Un acte préalable qui est loin d'être une vente. Là, la réponse n'est pas très claire et la réponse à cette question change en fonction des juges et aussi des chambres et aussi en fonction de l'angle de vision. On va voir ça parce que le civil la considère comme n'étant pas une vente, le fiscal la voit plutôt comme une vente. On va voir ça. Alors, il y a l'article d'abord 189 du Code civil français. Et je l'ai cité parce que un arrêt de la cassation l'a cité expressément pour justifier